Salut les terriens, aujourd'hui des actualités à foison pour ce journal de la Starbase, mais pas d'inquiétude, vous pouvez compter sur l'équipe du journal de l'espace pour vous aider à y voir plus clair dans les nombreux chantiers de Boca Chica. Si en un an, d'énormes progrès ont été accomplis sur le pas de tir, pour autant on aurait tendance à oublier certaines annonces d'Elon Musk qui à l'époque avaient déjà le don d'avancer des délais improbables voire irréalistes. Je veux bien sûr parler du Super Heavy qui à ce jour, et malgré de nombreux prototypes, n'a toujours pas décollé, contrairement à ce qu'affirmait et espérait le PDG de SpaceX en parlant à l'époque du B2. Et oui, un an déjà, le temps passe vite. Mais avant de faire l'historique de la famille des boosters du B1 au B8 et de vous relater l'événement majeur de la semaine dernière, la fameuse présentation du Starship et du Super Heavy réunis pour l'occasion, passons sans plus attendre aux breaking news de la Starbase. Marvin, la grue martienne de SpaceX, s'est vu confier la sécurisation du booster. En effet, les vents violents qui ont balayé Boca Chica durant le dernier week-end de janvier auraient pu renverser la masse énorme du Super Heavy. C'est donc une barre de répartition de charge qui a été attachée au bout des accroches de la grue pour la placer sur le diamètre du booster et ainsi le maintenir afin d'éviter une catastrophe. Mais soyez rassurés, le B4 a bien évidemment été libéré de ses attaches ensuite pour être installé sur une plateforme de transport. A noter que les tuyères de ces Raptors ont été peintes et que désormais tous ces COPV destinés à l'allumage des moteurs centraux lors du lancement sont protégés par des couvertures aérodynamiques. Le booster a ensuite été ramené près de la tour de lancement alors qu'au même moment des tests de mobilité pour les chopsticks étaient en cours. On dirait bien que le booster est fin prêt pour briller sous le feu des projecteurs, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Et puisque nous parlons du Super Heavy, allons voir ensemble la chaîne YouTube de SpaceX 3D Creation Eccentric qui a dernièrement mis en relief dans une animation 3D très bien léchée comme d'habitude la trajectoire du booster lors de la phase d'approche sur les derniers dizaines de mètres en fonction des bâtiments de la Starbase. Il semble au travers de ce qui nous est donné de voir que SpaceX ait vraiment minimisé les risques. Ici, SpaceX Creation Eccentric nous montre le plan de la Starbase et indique que l'arrivée du booster n'aurait pas pu se faire par le nord, le sud ou l'ouest en raison des habitations. Bon, ce n'est pas tout à fait exact, en effet, même si bien sûr la sécurité des locaux reste une priorité, la raison est surtout scientifique. Pour rappel, hormis pour les orbites polaires, les fusées sont généralement lancées en direction de l'Est afin de profiter de la vitesse de rotation de la Terre, et les retours des lanceurs qui viennent de propulser un appareil se font donc dans la même direction. Une phase finale d'approche par le nord-est du site a donc été choisie par SpaceX, mais elle ne reste pas sans risque toutefois puisqu'elle passe très près de la ferme à Ergol. Pour rappel, nous en parlions lors du dernier journal de la Starbase, la récupération du booster ou du Starship ne se fera pas directement au-dessus de l'OLP, la table orbitale, comme l'indique cette zone rouge sur le schéma de Lunar Caveman, un passionné de SpaceX que nous remercions au passage pour ses nombreux détails techniques livrés au gré de son fil sur Twitter. Au final, la zone de récupération du booster par les bras de la tour Mekazila est celle qui correspond à la zone verte, vous constaterez qu'elle est située sur le côté de l'OLP et que la marge de manœuvre est très faible. Et oui, les équipes de SpaceX auront un espace de seulement 15,6 mètres de large sur 20 mètres de long pour récupérer le booster dont le diamètre est déjà de 9 mètres. Cette configuration par le nord-est reste tout de même la plus optimisée, celle qui ferait le moins de dégâts dans le cas d'une avarie ou d'une déviation de trajectoire. En effet, si une telle catastrophe survenait, les infrastructures du pas de tir, l'OLP, Mekazila et ses chopsticks, ou pire, la ferme à Ergol, risqueraient d'être gravement touchées, ce qui retarderait d'autant plus le développement de la fusée phare de SpaceX et celui du retour des Américains sur la Lune. Au fait, quel sera selon vous le premier vaisseau, du S-22 aux prochaines versions, à être pourvu de Raptor 2 ? Peut-être que le S-24, dont les segments sont actuellement en cours de production, sera le réélu, comme toujours avec le foisonnement d'activités de SpaceX et les changements de stratégie qui accompagnent les améliorations sur les prototypes des premiers et second étages de la fusée, il est pour l'instant difficile d'y voir clair. Comme d'habitude, si vous voulez partager avec nous vos pronostics, la section commentaires est à votre disposition. Et puisqu'il est question des fameux moteurs de SpaceX, nous allons faire à présent un petit tour sur la chaîne YouTube d'Adam Kucker, un passionné de phénomènes climatiques hors normes, qui dernièrement s'est intéressé à un autre type de cataclysme. Et oui, il semble que ce chasseur de tornades, que nous remercions au passage pour cette vidéo depuis le site de McGregor au Texas, que vous retrouverez en description, se soit pris de passion pour le Raptor 2. La particularité de ce test de puissance, c'est que le moteur a été installé sur un banc d'essai vertical. L'essai a duré 40 secondes au total et confirme une série de précédents allumages qui eux aussi n'enregistrent que des réussites. Le Raptor 1 paraît complexe et encombré à première vue.
Certains sur Twitter se sont justement consacrés à un effort de simplification et clarification, à l'instar d'Izan Ramos en modélisant le moteur et en offrant aux ingénieurs en herbe et aux passionnés de sciences une belle image 3D en couleur de ce dernier, nous permettant ainsi d'étudier en détail chaque élément de cette merveille d'ingénierie et même de le voir complètement nu, sans ses vaisseaux sanguins de tuyaux et de câbles. Le Raptor 2 sera ici beaucoup moins encombré que la première version, ses câbles et ses tuyaux seront recouverts par des protections adaptées, puisque l'ensemble devra être produit rapidement et en masse. Alors en attendant l'avènement des Raptors, peut-être pour faire taire les sceptiques ou pour faire oublier l'attente interminable du premier tir orbital, le PDG de SpaceX a une fois de plus fait ce qu'il sait très bien faire, de la communication. En effet, Elon Musk, dans un tweet du 3 février, a annoncé une présentation du Starship jeudi 10 février à 20h, heure du Texas. Et quand RGV Aerial lui demande si le Starship sera empilé sur le booster à cette occasion, sa réponse est sans aucune ambiguïté, yes. En effet, quoi de mieux pour raviver la flamme des plus fervents défenseurs de SpaceX que de proposer un show à l'américaine et de présenter les versions les plus avancées de chaque étage de la fusée, empilées l'une sur l'autre. Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 février, le Starship a enfin été soulevé par les chopsticks pour être déposé sur le booster avec le plus grand soin. L'opération a été suivie et photographiée par un drone de SpaceX dont les différents clichés ont été largement diffusés et partagés par Elon Musk, qui, dans un teasing insoutenable, nous a laissé penser que peut-être de nouvelles annonces fracassantes seraient faites lors de la fameuse présentation le soir même. Mais à l'heure dite, après un début de parole très consensuel sur des thèmes qui lui sont chers, comme sur le fait que l'humanité n'est pas destinée à rester sur Terre par exemple, que c'est dans notre nature d'explorer l'univers, de savoir enfin si oui ou non nous sommes seuls dans l'immensité du cosmos, eh bien il faut avouer que l'équipe du Journal de l'Espace est restée sur sa faim. En effet, après de nombreuses redites qui ont peu à peu transformé le grand soir en une simple soirée de gala, est venu le temps de donner la parole au public à des passionnés qui souhaitaient sans doute en savoir un peu plus. Mais lorsque lui est posée la question du calendrier HLS ou qu'Elon Musk est interrogé sur le développement du Starship lunaire, il répond par une pirouette. Puis quand on lui demande le nombre de lancements de Starship qui seront nécessaires à une mission lunaire, ou lorsqu'on lui demande d'apporter des précisions sur les aménagements habitables de son vaisseau, il dévie sur l'isolation thermique en se perdant dans des détails, sans toutefois, là encore, répondre précisément aux questions qui lui sont posées. Le PDG de SpaceX, très évasif au final sur toutes ces interrogations légitimes, donne une vague impression de rétrograder le Starship HLS sur l'échelle de ses priorités, alors que son vaisseau est pourtant la clé du programme Artemis, comme nous l'avons vu dans l'une des émissions Le saviez-vous consacrée au retour de l'homme sur la Lune. Elon Musk n'a donné qu'assez peu de nouvelles informations dignes d'un tel événement, mais on en ressort tout de même qu'il voit l'avenir de la Starbase comme le centre de recherche et de développement de SpaceX, qu'il prévoit maintenant le premier tir orbital cette année, et là sans plus de précision, il va je crois falloir être patient, que SpaceX prévoit d'avoir une tour de lancement sur une des plateformes flottantes cette année, on parle ici bien sûr des plateformes pétrolières Phobos et Deimos que l'entreprise avait achetées l'an dernier, et enfin que le plus gros problème technique du moteur Raptor 2 est la fusion de sa chambre de combustion. Rien de bien sensationnel donc, et on se demande si Elon Musk ne chercherait pas tout simplement à gagner du temps. Avec cette présentation en grande pompe, on aurait presque tendance à oublier que le Super Heavy, contrairement au Starship dans sa version SN15, n'a pour l'instant jamais volé. Alors malgré notre impatience de voir enfin un premier tir orbital, nous serions en droit de nous poser quelques questions. Si Elon Musk est rompu à l'exercice des réseaux sociaux, et s'il peut se targuer d'être un excellent communicant, il faut bien avouer que l'homme aime le challenge, quitte à annoncer des délais irréalistes, comme par exemple avec ce tweet du 19 mars 2021, où il affirmait que le Super Heavy B1 n'était qu'un prototype et que le B2, lui, volerait. Si le PDG de SpaceX semble mettre en pratique une forme d'auto-persuasion, à l'instar de cette expression américaine « fake it till you make it », ou en français « faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez », s'il veut est pieux, la réalité en revanche s'avère être bien plus complexe. Alors certes, Elon Musk en expérimentant et en échouant à de nombreuses reprises a permis l'avènement des fusées réutilisables, mais quasiment un an après cette annonce, aucun Super Heavy n'a jamais volé. Pour rappel, le B1 qui avait été assemblé dans le grand hangar de construction et achevé le 18 mars 2021 fut une fausse couche, puisqu'Elon Musk annonçait son désassemblage le 30 du même mois. Le 13 avril 2021, le premier prototype d'une longue série était déjà enterré avant même d'avoir subi le moindre test. En ce qui concerne le B2, son sort ne fut guère plus enviable, il fut scindé en deux parties qui furent étiquetées BN 2.1 et BN 3 pour servir de test. Dans la suite logique des choses, le B3 vit le jour et put, contrairement à ses grands frères, effectuer un tir statique pour être à son tour partiellement démantelé le 15 août 2021 et mis au rebut le 9 janvier dernier. Le B5 n'échappera pas à la malédiction des prototypes de boosters de SpaceX, le 8 décembre 2021 et malgré de bons débuts avec quelques tests réussis, il partait rejoindre la maison de retraite à côté du célèbre SN15. Le B6, bien qu'assemblé, n'ira pas rejoindre ses retraités de prédécesseurs, et à l'instar du BN 2.1, il servira pour les tests de pression sur les réservoirs.
Le B4 est donc le seul, un an après l'annonce d'Elon Musk, à avoir été développé et amélioré jusqu'au point de pouvoir prétendre à un premier tir orbital. Ainsi, le 1er août 2021, le Starship fut empilé sur ce booster, atteignant une hauteur de 120 mètres, plus haut que la Saturn V de la NASA en 1969. Le 17 décembre 2021, il réussissait son premier test cryogénique et 2 autres tests du même type dans les jours qui suivirent. Pourtant, et malgré l'obstination d'Elon Musk qui continue d'affirmer que le B4 et le Starship 20 seront bien les 2 prototypes du premier vol orbital, l'opinion publique est de plus en plus sceptique. D'abord en raison de l'évaluation environnementale de la FAA, l'Agence fédérale américaine de l'aviation, et ensuite parce que de nombreux passionnés de SpaceX pensent que si le B4 était l'heureux élu, il y aurait longtemps que l'entreprise lui aurait fait subir des tests de tir statique. C'est à se demander si le B4 volera un jour. Les équipes de SpaceX ne semblent pour autant pas s'en préoccuper et mettent les bouchées doubles pour achever le B7 et le B8 en parallèle de la préparation du booster pour le grand jour qui se fait toujours attendre. Des sections test du B8 sortent des ateliers à l'image de ce segment qui, après avoir été gainé et retourné, est désormais prêt pour être empilé. Vous reconnaissez sans doute cette section destinée à être placée au sommet du booster et qui est reconnaissable à ses emplacements réservés aux ailettes, les fameux grid fins. Pour ce qui est de la 7ème version du Super Heavy, il n'est toujours pas sorti du ventre du Hyde Bay, le grand hangar de construction, et pour l'instant il est encore en 3 morceaux bien distincts. Les pronostics vont bon train sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux passionnés de SpaceX pensent que le B7 pourrait être le tout premier booster à se voir flanqué de 33 moteurs Raptor 2, et qu'il pourrait bien servir de version bêta pour le B8, qui serait en fin de compte l'heureux élu du premier tir orbital tant attendu, avec son second étage, le S-22. Bon, cela ne reste que des suppositions, alors amis terriens, si vous souhaitez donner votre avis, ne vous en privez pas et faites-nous part de vos remarques en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la partager et à faire briller ce pouce bleu pour que la trajectoire du journal de l'espace soit prise bien en compte par l'algorithme de YouTube. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou Utip pour soutenir la chaîne, et quant à moi, je vous retrouve vendredi pour le prochain journal de l'espace. Salut les terriens!